Cette première vidéo va traiter des outils de condensation, dans un cadre géométrique, sans nous occuper des processus qui viendront dans un deuxième temps. Par rapport au système de croyance, nous sommes partis dans la séance première de l'idée que chacun est prisonnier dans une bouteille et que sortir de la bouteille consiste à repérer son système de croyance pour retomber dans une bouteille plus grande, ce qui fait que de prise de recul en prise de recul, nous allons pouvoir imaginer un ensemble de bouteilles contenant des sous-systèmes de croyances et qui vont être relativisés par rapport au dernier, l'englobant, celui que l'on ne sait dépasser. Nous reviendrons plus tard sur la façon de déconstruire un système de croyances, c'est-à-dire de repérer quelques pôles essentiels qui vont permettre de caractériser les invariants de tout système de croyance, qu'il soit d'ordre religieux, politique, scientifique, démocratique. Nos discours sont organisés à partir de la langue. La langue française est construite de manière à proposer un sens, une logique argumentaire. Nous allons comparer l'approche linguistique française et linguistique chinoise, deux approches complètement différentes. Ce premier tableau vous montre la différence entre la langue chinoise et la langue française. La langue chinoise est fondée sur une approche non binaire, c'est-à-dire ternaire, implicite, qui prend en compte le non-dit, l'entre-deux. À la différence, la langue française est organisée autour de la dualité et une très faible prise en compte de l'implicite. Tout est explicité, ou presque. La souplesse du yin-yang, du côté chinois, montre à la fois une dualité, le yin et le yang, mais aussi une intrication entre l'un et l'autre. Par rapport à cette approche souple, la rigidité cartésienne révèle des oppositions dogmatiques. La langue chinoise est organisée autour de monosyllabes. C'est une langue codifiée, figée. Notre langue a des monosyllabes, des usuels plus des plurisyllabiques, tout le temps en train d'évoluer. Côté chinois, il n'y a aucune articulation, ni article, ni pronom. Chez nous, l'articulation du sens est donnée par de nombreuses prépositions, des connexions logiques, donc, ou, par. En chinois, il n'y a pas de conjugaison. Le contexte se renseigne. La langue chinoise nous invite à penser de façon holiste, globale, et en se tournant vers l'intuition. La langue française est organisée autour de la déduction, en vision morcelée à assembler dans un discours rationalisé. Pour compléter ce schéma, la deuxième partie de ce tableau montre que côté chinois, les caractères écrits sont nombreux. En côté français, nous avons déjà dit, c'est l'assemblage et la lecture de signes. L'apprentissage est fondé sur l'habilité manuelle avec des observations très précises. L'art de peindre au pinceau chinois est bien connu. Pour nous, l'apprentissage se fait par les liens entre les mots et les idées. Dans une phrase,
une expression chinoise, le pluriel se mettra en finale. Pour nous, il faut conjuguer les verbes, les noms, les adjectifs. Il y a 4 tons dans la langue chinoise. Dans la langue française, l'amplitude sonore est faible, il n'y a pas de variation de ton. Tableau de gauche, il est issu d'un livre qui s'appelle Les figures de l'immanence, que j'ai lu en version évidemment française par François Julien. Le classique du changement. Un hexagramme est composé de traits coupés ou de traits entiers. Et au total, la configuration en 6 traits, qu'ils soient coupés ou entiers, va nous donner 64 figures possibles. Et l'ensemble de la cartographie du monde peut rentrer, doit rentrer et rentrer dans ces 64 figures. On peut dire qu'il y a côté occidental et côté français 2 façons d'écrire un livre, soit par le récit, soit par un essai, c'est-à-dire l'argumentation. Eh bien, côté chinois, il y a une autre façon d'écrire un livre, et le classique du changement est exemplaire. C'est un livre qui a une construction géométrique. Chaque lecteur en donne l'interprétation qu'il souhaite, à partir de mots-clés qui sont ouverts justement à l'interprétation, à la subjectivité. Il n'y a aucune argumentation entre ces hexagrammes, simplement des figures, des icônes. On pourrait dire que c'est un langage iconique. Le chemin que nous allons poursuivre pour pouvoir réduire la complexité procède de ce type de langage iconique pour sortir des systèmes de croyances, des monismes, pour sortir du dualisme. Nous allons utiliser des arborescences de type heuristique, mais qui sont très très facilement imbuvables parce que beaucoup trop dense, beaucoup trop complexe. Donc nous allons nous donner un cadre quadripolaire, 4 pôles, racines, qui vont eux-mêmes se décomposer en 4 pôles. Donc nous allons nous donner une obligation de formaliser un contenu complexe en 4 fois 4 sous-ensembles, au total donc 16 pôles de description de notre carte du monde, quelle que soit l'ampleur de cette carte du monde. Donc, nous pouvons dire qu'il y a le pôle 1, le pôle 2, le pôle 3 et le pôle 4, que nous préciserons tout à l'heure par un exemple. Et dans chacun de ces pôles, nous pouvons trouver des points forts et des points faibles, ou plus et moins, pour un sous-pôle 1, un sous-pôle 2, un sous-pôle 3, un sous-pôle 4. C'est l'image suggérée par le sous-quadrilatère qui est en haut et à droite. Soit on veut, à partir du pôle P1 par exemple, dire, eh bien on va trouver les points forts, les points faibles, les opportunités et les menaces pour le futur, le point fort et les points faibles caractérisant le passé et la situation où nous sommes aujourd'hui. Donc, plusieurs façons de construire des sous-pôles à partir d'un quadripôle initial. Plus généralement, nous allons décrire à partir des centres d'intérêt, les pôles 1, 2, 3 et 4, des stratégies élémentaires qui vont proposer donc une cartographie de 16 stratégies pour décrire l'ensemble des points essentiels que nous voulons développer, améliorer sur notre ou dans notre carte du monde. Nous étions arrivés à une arborescence assez chargée à partir des croyances et des convictions.
le mode de gouvernance, la théologie, l'art d'interpréter les dogmes, les textes, la foi et le doute, la spiritualité, les rituels. Et nous avons, autour de ces pôles, imaginé un certain nombre de sous-pôles, et qui auraient pu aller beaucoup plus loin, si on voulait préciser. Donc, cette cartographie, on peut la faire rentrer dans une logique quadripolaire à 2 niveaux, qui peut donner d'un côté la gouvernance, ou les gouvernances, avec les exigences d'adaptation, de régulation, de déploiement, de médiation, les valeurs, les orientations, les buts, qui vont caractériser les dogmes, avec l'actualisation imposée par la gouvernance, avec les intégrismes et les schismes, les déviances, et puis le référentiel qui va être validé pour une communauté donnée à une époque donnée. Les pratiques communautaires, qui sont à la fois liées aux actes en termes de rituels, à la volonté de fidélisation des participants, au communautarisme, et puis au rituel en termes de temporalité. Et enfin, pratique individuelle, où nous allons avoir les questionnements, la foi, est-ce que c'est un doute ou une certitude, les problématiques de conversion. Avant, on n'était pas dans cette croyance, aujourd'hui on y est. Avant, on était croyant, aujourd'hui on a pris du recul par rapport à cette croyance. Les problématiques d'approfondissement et de mise en œuvre. En quoi j'applique ce tableau, qui est un tableau racine, donné un exemple, comporte 6 grandes familles de mutations sociétales, avec 4 niveaux de valeur pour chacune de ces migrations, soit en rouge des valeurs très inquiétantes, des menaces, en rose des menaces un peu plus faibles, en vert bleuté des aspects positifs, des opportunités, et puis en vert clair des grandes opportunités. Et pour chaque migration, il va nous falloir imaginer donc de décrire à la fois des aspects positifs, très positifs, négatifs et très négatifs. Au total, la mutation au niveau des flux migration, la démographie, la mutation familiale, la mutation numérique, industrielle et économique, mais ce sont des exemples, propose donc 6 x 4, 24 problématiques qui soient des opportunités ou des menaces. Bien, l'exercice va consister à construire à partir d'une arborescence de mutations positives et négatives un quadripôle de 4 grandes familles de mutations qui elles-mêmes seront organisées en 4 sous-familles pour chaque mutation, une couleur rouge, rose et 2 couleurs positives, le bleuté et le vert. Donc au total, nous aurons 16 éléments de mutation fondamentaux, 8 positifs et 8 négatifs. S'obliger à faire cet exercice-là nous oblige à condenser de manière géographique ou géométrique, sans tenir compte des liens qu'il y a entre les différents pôles, qu'ils soient positifs ou négatifs. Donc voilà pour cette première vidéo, les principes de mise en œuvre d'une condensation de type géométrique et qui relève de l'arbitraire.